Voilà, mes amis, on reprend notre cours avec notre cher ami, notre grand maître, j'ai le droit de le dire, notre grand maître, Monsieur Ababou. D'abord, mes excuses, il y a eu une petite interruption qui était due à mes occupations, je n'ai pas pu suivre le rythme, on a donc dû louper une fois notre rendez-vous avec Monsieur Ababou, mais c'était quelque chose de très très ponctuel, on reprend bien évidemment les cours, comme d'habitude, jusqu'à l'avenue du Machiar et bien après encore. Et voilà, je tenais une fois de plus à dire à notre cher ami que ces cours sont très 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 appréciés, très demandés. D'ailleurs, la fois où on n'a pas pu faire cours, j'ai reçu des messages qui m'ont dit « Mais où est le cours avec M. Ababou ? Où est le cours avec M. Ababou ?» J'ai répondu « C'est pas de sa faute, c'est de ma faute à moi. » J'avais une occupation que je n'ai pas pu repousser et ça a fichu notre fin de semaine en l'air. Mais comme je dis toujours, nous sommes des êtres humains et pas des robots. On n'appuie pas sur un bouton et on nous fait avancer. Un être humain, il a des hauts, il a des bas, il a des obligations des fois de changer son programme. C'est ce qui fait de nous des êtres humains. Et donc, quoi qu'il en soit, on reprend plus fort que jamais et je cède tout de suite la parole à notre grand ami, notre grand maître, Monsieur Ababou. Bien, Rav, d'abord bonjour, je suis très 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 heureux de vous revoir. Permettez-moi, comme d'habitude, de commencer par une citation qui veut dire ce qu'elle veut dire. C'est une citation que l'ancien président de la République française, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, a dit un jour à son gouvernement. La plupart, je cite, la plupart des hommes politiques grisés par la réussite, ne connaissant pas le plan final, seul le haut de la pyramide le connaît, se font tous avoir les uns après les autres par des promesses d'un monde meilleur, alors que c'est le chaos qui est planifié. Valéry Giscard d'Estaing. Alors c'est une citation évidemment très très peu connue. Peut-être répétez-la encore une fois. Alors, je la répète. Parce que c'est d'une importance absolument incroyable. Monsieur le Président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, la plupart des hommes politiques grisés par la réussite, ne connaissant pas le plan final, seul le haut de la pyramide le connaît, se font tous avoir les uns après les autres par des promesses d'un monde meilleur, alors que c'est le chaos qui est planifié. Juste avant que vous ayez la parole, c'est intéressant parce qu'il ne se rend pas compte, il parle de pyramide. La pyramide, ça nous fait penser à la dictature de Pharaon, qui est le modèle biblique de toutes les dictatures. Exactement. Ça veut dire seuls ceux qui sont dans la pyramide et tout en haut savent que tout est programmé pour transformer l'humanité tout entière en esclave. Exactement. Alors, pourquoi c'est très intéressant ? Parce que d'abord, on parle que les hommes politiques ne sont pas tous conscients du plan secret. Ils sont manipulés. Ils sont formatés, comme on l'a dit l'autre fois. Ils sont manipulés. On va leur promettre des mots et des merveilles, de l'argent, des honneurs, du pouvoir, malheureusement, des femmes, et un monde qui leur est absolument, pour eux, idéal. C'est l'apothéose de leur vie. Et donc ça, c'est la carotte. Le bâton, c'est « tu vas me suivre ». Tu vas me suivre. Donc, ces forces-là ne sont pas toutes conscientes de l'existence de ce plan. C'est ça que dit M. Valéry Giscard d'Estaing. Il dit, attention, on croit travailler pour le bien public avec tous nos cœurs, mais en fin de compte, derrière tout ça, il y a le plan du Satan, il y a le plan de l'obscurité qui fait que c'est la destruction qui est organisée. C'est le chaos qui est tout simplement annoncé. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Donc il y a, si vous voulez, même au sein des hommes politiques, deux forces parallèles. Bien sûr. Une force du bien, je veux faire plaisir à mon peuple parce que j'aime mon peuple, et beaucoup d'hommes sont tout à fait cohérents avec eux-mêmes, ne croyez pas. Il n'y a pas que des salauds dans le mouvement, des partis politiques. J'ai connu des gens politiques très bien. Mais ceux qui sont très bien sont manipulés. Voilà. Mais derrière tout ça, il y a une manipulation éhontée, insidieuse, sourde, d'accord, qui fait qu'ils sont formatés. Ils ont fait l'ENA, l'École nationale d'administration, qui a été créée en 1949, ils ont fait l'école polytechnique, ils ont fait l'école militaire, ils ont fait Saint-Cyr, bref, ils ont fait l'école de formatage. Et à partir de ce moment-là, sachez que les cours sont formatés de manière à faire exactement ce qu'ils désirent.
ces gens cachés. Donc tout est organisé. Alors évidemment, parmi les meilleurs, on va les formater, on va les placer dans les grandes banques, on va les former. Ou dans le gouvernement, aussi. Oui, ministre des Affaires étrangères, surtout ministre des Finances. C'est les plus manipulés. C'est les plus manipulés, bravo. Ministre de la Justice sociale, ministre de la Santé, tout cela, ce sont des gens complètement formatés, manipulés, de manière à, un jour, si les conditions sont réunies, devenir président de la République ou président d'un État. Et c'est pareil malheureusement en Israël aussi. Alors c'est-à-dire que, en fait, c'est pareil, j'oserais presque dire qu'aujourd'hui, Israël est devenu, au niveau politique, le fer de lance de tout ce complot-là. Alors, écoutez, il faut bien être clair. Et ça me met vraiment, ça me touche terriblement, au plus profond de moi-même. Ça nous brise. Ça nous brise complètement. Oui, malheureusement, mais c'est comme ça. Nous sommes un peuple laboratoire, nous sommes un peuple cobaye, nous sommes un peuple témoin. Nous sommes utilisés par ces forces-là, sans le savoir pour l'instant, pour pouvoir véritablement faire d'Israël un centre de laboratoire. De toute façon, le directeur de Pfizer l'a dit clairement, tout le monde a vu sa vidéo. Israël est devenu, bon, il n'a pas dit le laboratoire expérimental, mais il a dit, est devenu d'une certaine manière le fer de lance de l'expérimentation pour que les autres peuples suivent. Voilà, alors je vais vous donner un exemple très simple. Indépendamment du vaccin, indépendamment du virus, en hébreu on appelle ça khalat. Tout Israélien qui a perdu son emploi ou qui en attend d'un emploi à cause du virus, à cause de ce confinement, eh bien, va recevoir ce qu'on appelle en hébreu le khalat, c'est-à-dire une sorte de subvention d'État. Seulement si c'est un employé. Oui. Les indépendants absolument ne reçoivent pas. rien. Absolument pas. J'ai quantité d'élèves indépendants qui, depuis un an, ne touchent pas un centime, ni de leur travail ni de l'État. Absolument. On parle des salariés, on parle du statut de salarié. Donc, comme par hasard, on s'attaque justement à ceux qui sont à la tête d'entreprise pour les éliminer. Voilà. Vous avez tout à fait compris. Alors, d'abord, on utilise ces fameux chefs d'entreprise, n'est-ce pas, pour détruire leur PME, PMI, et ça c'est, si vous voulez, le côté cobaye, le côté expérimentation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On n'est pas le seul pays comme ça, n'est-ce pas? Mais ils ont pris particulièrement Israël. Vous savez pourquoi? Parce qu'Israël étant le microcosme du monde, ils le savent très bien. Le serpent sait très bien qu'est-ce que c'est qu'Israël. Sans Israël, Dieu ne peut pas se dévoiler dans l'histoire. Donc on détruit Israël. En premier. Alors qu'est-ce qui se passe? Et ça c'est terrible. C'est que, en fin de compte, ce khalat, c'est en fin de compte 5000 shekels qui correspond exactement au revenu universel. Et on est en train de voir comment que les ménages... Entre parenthèses, aujourd'hui, quelqu'un qui a 3-4 enfants ou même 2-3 enfants ne peut pas vivre en Israël avec 5 000 shekels. Bien sûr. C'est impossible. Un loyer, c'est à peu près 3 000, 3 500 shekels par mois pour un appartement. Et à Jérusalem, c'est minimum 4 000. Bien sûr, mais je parle pour le pays. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'il nous reste pour vivre? 1500 shekels. Ça veut dire le minimum vital. Ce qu'on appelle le minimum du panier d'un ménagère. Du pain et de l'eau. Du pain, de l'eau, et encore une fois, le mot economicus, comme nous avons dit de nombreuses fois, de manière à permettre tout simplement la reproduction sociale. Ce qu'on appelle la reproduction sociale, notamment chez les marxistes, c'est-à-dire, en fin de compte, cette masse qui s'auto-entretient et permet tout simplement de se renouveler, mais pas plus. Pas plus. On raisonne, si vous voulez, au minima. Et ça, c'est très très grave. Alors, c'est une dynamique, bien sûr, qui vient de nombreux siècles, on le répète. Le but était de séparer les variables économiques. Le but était de séparer la demande. Tout ça, on l'a vu, mais je vais très vite. Je résume. C'est très important de comprendre aujourd'hui, avec le virus, qu'est-ce qui se passe. De séparer la variable de demande de la variable productive. De séparer la rentabilité de la productivité, de s'accaparer les richesses doucement par un phénomène de concentration, véritablement d'utiliser l'État comme étant un instrument de pouvoir, et après de le secondariser, d'utiliser les banques comme un instrument de pouvoir, et après de les secondariser, d'utiliser les ménages, la société de consommation, de manière à pouvoir produire, et
j'allais dire, donner une société de loisirs. On y reviendra. Ben d'ailleurs, c'est tout le thème ici en Israël. Vaccinez-vous et vous pourrez aller dans les restaurants, dans les cinémas, à Dubaï, et dans les boîtes de nuit, etc. Et tout le monde marche. Voilà. Et ça, c'est un phénomène mondial. On n'a jamais entendu le discours « vaccinez-vous pour que nous soyons en bonne santé ». Et le vrai discours, c'est « vaccinez-vous pour retourner au cinéma ». Voilà. Mais c'est ça le piège, c'est ça la ruse du serpent. Parce que surtout, on ne voit pas que derrière tout ça, il y a un plan. On ne s'aperçoit pas du tout que derrière tout ça, il y a une volonté néfaste, le mal en puissance. Surtout, n'ayez pas peur, on est là pour vous protéger. Alors donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les derniers siècles? Ils ont tout simplement déconnecté les variables. Ils ont cassé la dynamique économique, qui était une dynamique formidable, naturelle. Le progrès économique, oui, mais le progrès économique pour quelques-uns, non. Vous comprenez? Alors, très vite, le phénomène de concentration, la monnaie unique, d'abord le dollar dès 1944, et avant c'était la livre sterling, le dollar en 1944 avec les accords de Bretton Woods. Aujourd'hui on dirait l'euro pour l'Europe, pour la région européenne. Donc si vous voulez tout ça, une fois que la dynamique a été bien saisie et bien mise en place, avec la destruction des valeurs économiques, la destruction des valeurs morales, la destruction de la famille, la destruction du corps social, arriver à un problème. Alors là, permettez-moi de donner un tout petit cours de sociologie sociale. J'ai un de mes maîtres qui s'appelait, évidemment, je ne l'ai pas connu, c'est Émile Durkheim, grand sociologue français, d'origine juive, père et grand-père rabbin, bref, il était à Épinal. À Épinal, dans l'est de la France, et ce monsieur passe de l'étude de la Guémara à la République française. Et, bref, je passe sa vie, parce que c'est très intéressant, il est le premier à avoir développé ce qu'on appelle la socialisation formaliste. Pas le socialisme, il n'était pas du tout socialiste. La formalisation c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre les faits sociaux, le corps social, à travers les statistiques. Mais ça, c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est pas ça. Il a écrit un livre, post-mortem, parce qu'il est mort en 1917. Il a écrit, et ce livre est paru en 1919. 2 ans après sa mort, ce grand Émile Durkheim, un des très grands sociologues français, a écrit un livre qui s'appelle « De la division sociale du travail ». Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a dans les rapports entre l'homme et l'entreprise 2 types de solidarité. La solidarité organique et la solidarité mécanique. La solidarité mécanique, c'est le rapport entre l'homme et son travail, et sa pièce, et son travail lui-même. Il est solidaire avec le travail qu'il fait. Il le fait très bien, il est payé pour ça, il est magnifique, il adore son travail, point final. Mais il y a une autre solidarité, dit monsieur Émile Durkheim, qui s'appelle la solidarité organique. Alors là, on rentre dans l'organisation d'un corps social, avec les relations humaines, avec tout simplement des relations qui vont permettre de faire toujours mieux, toujours plus, mais pas seulement en tant qu'ouvrier, en tant que travailleur, mais en tant qu'être humain. Et donc ce corps social qui est relié à des faits sociaux, ben ça c'est un peu compliqué, je vais très vite, à des faits sociaux, provoque véritablement la dynamique de la cohésion sociale. Comprenez bien, d'accord? Or, c'est-à-dire, concrètement, la cohésion sociale. La cohésion sociale, c'est-à-dire que chacun est à sa place dans la société. Chacun est à sa place grâce à la solidarité mécanique. Le travail est très bien fait, tout le monde est content. Mais seulement, il y a un corps social qui apparaît avec une structure de forme pyramidale, avec peut-être un chef, qui va, un leader, un chef syndical, ce que vous voulez. Par rapport au type de travail, par rapport au type, les deux. Ça veut dire ça, c'est par branche et par secteur économique. D'une certaine manière, bien que c'est très loin de ce que vous dites, mais c'est comme ça qu'est née la franc-maçonnerie. Exactement. Au départ, la franc-maçonnerie, c'est le regroupement de tous les travailleurs qui construisaient et qui ont créé la franc-maçonnerie. Les corporations. Alors, que dit M. Émile Durkheim? Il dit, mais attention, il y a un cancer du corps social qui entraîne l'implosion des sociétés. Et ça s'appelle l'anomie. L'anomie. L apostrophe, je dis en français, A-N-O-M-I-E. L'anomie. Qu'est-ce que c'est que l'anomie? C'est le fait que
le bonhomme, pour des raisons X, toutes sortes de raisons, se dissocie du corps social. Pourquoi? Alors, pour de nombreuses raisons. D'abord, il est déçu, d'abord, il est manipulé, d'abord, il est tout simplement aigri pour toutes sortes de raisons familiales. Il y a des forces, dit M. Émile Durkheim, qui risquent d'entraîner la fin de la cohésion du corps social, qui rentre à l'intérieur de l'âme du travailleur et qui va tout simplement le dissocier, rendre ce qu'on appelle ce travailleur individualiste, et qui va le dissocier absolument de ce corps social. Et ça, c'est le cancer du corps social. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce qu'on voit. Voilà. Où l'isolement fait que finalement toutes les relations humaines sont tombées. Voilà. Alors c'est le confinement, c'est tout ce que vous voulez. Et pas seulement le confinement. Il y a aussi le travail précaire. Et le fait que même avant le virus, le travail était très mal en point. Le plus grand bénéficiaire de tout ça, c'était la machine. N'oubliez pas, Raph, s'il vous plaît, qu'il y a le travail machine et le travail humain. Le grand perdant des 40 dernières années, on est bien avant le virus, n'est-ce pas? Des 40 dernières années, c'est le travail humain. Le travail humain qu'il peut qualifier. Cher ami, je viens d'écouter à la radio hier, aux informations, peut-être vous le savez, qu'ils vont ouvrir à Tel Aviv le premier magasin qui sera entièrement informatisé, sans le moindre travailleur à l'intérieur. Voilà. Et ils ont rajouté, si on s'aperçoit que ça plaît aux clients, on va en faire plein en Israël. Ça veut dire la fin de la relation humaine. C'est ça, exactement. Tu rentres dans un endroit robotisé, tu appuies sur un bouton, tu reçois le produit que tu veux, tu payes, etc. Voilà. Et tout est programmé pour transformer l'homme en quelque chose de seul, donc déstabilisé, et sans la force de ce regroupement. Alors donc, si vous voulez, l'intérêt et l'objectif de ces forces maléfiques, c'est de détruire la structure sociale d'abord. Bien sûr. Alors donc, si vous voulez, cette destruction de la structure sociale va entraîner l'implosion de la famille. Bien sûr, d'accord. Et c'est ce qu'on appelle ce que Ils font tout pour détruire la famille. Oui, de toute façon. Mais ça, comprenez, c'est que des sociologues comme Tocqueville, Alexis de Tocqueville était un homme que je respecte énormément, c'est un de mes maîtres, évidemment. Il est mort au XIXe siècle. Alexis de Tocqueville, il était enfant, il entendait parler, il est né dans les années 1802-1803, il entendait parler de la Révolution française par son grand-père, il était horrifié par ce qui se passait. Ce qui se passait vraiment, parce que son grand-père, il avait vécu ça, et il avait vu exactement ce qui s'est passé. Et il était tellement horrifié qu'il s'est sauvé en Amérique. Il a écrit... Toujours la vitrine nous présente la Révolution française comme la révolution du peuple contre la noblesse et le clergé, mais en vérité, à nouveau une manipulation. C'est ça. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti en Amérique et il a écrit un livre paru, si je me rappelle bien, dans les années 1849, à peu près 1850, de la démocratie en Amérique. Et il explique exactement la différence entre la démocratie, dite démocratie, n'est-ce pas, évidemment, en France, à l'époque, et la démocratie en Amérique. Et qu'est-ce qu'il dit en un mot? Il dit qu'en fin de compte, le grand danger de la démocratie, c'est la tyrannie de ses forces majoritaires. Vous avez compris? Et cachée. Et cachée. La démocratie, c'est la vitrine qui permet à la dictature d'être plus forte encore qu'un Staline ou un Hitler. Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, il dit une chose extraordinaire. Il dit qu'en fin de compte, la seule solution, c'est ce que je vois en Amérique à mon époque, nous sommes en 1850, c'est les mouvements associatifs. C'est-à-dire créer des corps sociaux, régionaux, locaux. Mais ils ont tous été détruits. Attendez, lui, il dit ça dans son livre. Et il dit que c'est le seul moyen de sauver la démocratie, de sauver la liberté de l'homme, c'est de créer ces corps sociaux. Il revient un peu, beaucoup même à ce qu'a dit Durkheim quelques dizaines d'années après, lui. Eh bien, ce livre qui a été très peu connu en France, qui a été... cet auteur qui a été, si vous voulez, très marginalisé pendant de nombreuses années, et c'est Raymond Aron qui l'a mis en exergue, qui avait connu. Raymond Aron est un très grand professeur d'université, un de mes maîtres, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Raymond Aron est d'origine juive. Raymond Aron a fait connaître dans son livre les principales étapes de la pensée sociologique cet auteur magnifique qui s'appelait Alexis de Tocqueville, qui après est devenu, d'ailleurs, entre parenthèses, ministre des Affaires étrangères quelques jours
quelques jours seulement, parce qu'ils ont vu qu'il était très dangereux. Ils ont vu qu'il était très dangereux. Quelques mois, je crois que si je me rappelle bien, c'est 6 mois en France. Il est revenu en France. Il a été ministre des Affaires étrangères en France sous Napoléon III, mais il est resté très peu de temps. Et après, il a abandonné. Il a commencé à écrire et il est mort comme ça, seul, abandonné, etc. On parle de personnages qui étaient vraiment pour des goïms, pour des nations, des prophètes. Ils ont annoncé exactement ce qu'on allait vivre au XXe siècle et au XXIe siècle. Donc, ça, c'est une première chose. Arrive maintenant... Je peux vous poser une question qui n'est pas prévue. Oui. Excusez-moi de vous interrompre. La semaine prochaine, il y a les 4e élections en Israël. D'accord ? Moi, personnellement, je ne vais pas voter. Moi non plus. Mais, d'après ce qu'on dit, finalement, je crois que la plus grande faute qu'on puisse faire en Israël, aujourd'hui, c'est d'aller voter. Puisque, si on vote pour quelqu'un de bien, il sera de toute façon manipulé. Et si on vote pour ceux qui sont tout en haut, on sait que ce sont des outils entre les mains de toutes les puissances obscures qui les tiennent entre leurs mains. Bon. Donc, de toute façon, je veux dire, que ce soit en Israël ou partout ailleurs, aujourd'hui, aller voter, c'est d'une certaine manière s'associer à toute cette dictature cachée qui veut prendre la mainmise sur le monde. Alors, que dit... Alors, regardez, c'est pas moi qui va vous répondre, c'est Alexis de Tocqueville. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit quelque chose de formidable. Il dit qu'en fin de compte, la tyrannie de la majorité, sourde, cachée, va provoquer l'absentéisme dans le vote. C'est-à-dire, on ne va pas voter, on ne s'intéresse plus. Et ça, c'est la fin de la démocratie. Vous comprenez ? Mais moi, je suis d'accord avec vous à 100%. Pourquoi ? Parce que nous attendons, Bezrat Hashem, la royauté de Dieu sur terre. Moi, je vous dis la vérité, en attente, en prière et en souffrance, mais en joie. Parce que, tout simplement, je suis sûr, Bezrat Hashem, si Dieu veut, que de grandes nouvelles vont s'annoncer et que nous sommes dans un mouvement de bien. Malgré tout, ils ne réussiront pas. Là où il y a une très forte obscurité, se cache une très grande lumière. Voilà. Donc, Rav, je suis, encore une fois, je répète, très optimiste, mais l'accouchement va être extrêmement difficile. L'accouchement du Mashiach, du Messie, va être extrêmement douloureux parce que nous sommes au plus bas de l'obscurité du fait de ces forces-là. Dieu va intervenir, va se dévoiler, ça va être extraordinaire, mais pour ces forces-là, ça va être la fin, la destruction, et nous sommes arrivés dans un temps mature, dans un temps mûr pour cela. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'une fois que ces forces-là ont compris que les temps étaient mûrs pour pouvoir accélérer la décélération économique, pour pouvoir accélérer le déséquilibre et l'implosion de tout le corps économique et social, alors ils ont envoyé, je ne dis pas plus, le virus. Ce virus est arrivé à un moment crucial de maturité de l'histoire. Bien sûr. Et donc, et à partir de ce moment-là, confinement, destruction de la famille, destruction de l'économique, et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors maintenant, en Israël, et j'imagine partout ailleurs, la violence conjugale et les divorces ont été multipliés par 4-5 depuis un an, depuis le début du corona. Bien sûr. Alors, je voudrais quand même dire quelque chose de très intéressant. Là, je reviens un peu sur l'histoire du coronavirus, de l'année dernière, etc. En 2010, un rapport qui était à l'époque secret de la famille Rockefeller je résume en une phrase, a été sorti pour bien comprendre, si vous voulez, l'archétype de cette dynamique, pour comprendre véritablement la racine de cette dynamique. En un mot, il faut tout verrouiller. Voilà le rapport. C'est ce que disait les Rockefeller. Oui, il faut tout verrouiller. Une petite précision, parce que 90% des gens se font duper et croient que les Rockefeller sont juifs. Les Rockefeller sont des protestants évangéliques qui n'ont jamais été juifs. Mais on fait croire qu'ils sont juifs. Oui. Ce ne sont pas des juifs. Alors, comprenons, il faut tout verrouiller. Ça veut dire quoi ? On va attendre, à un moment donné, on va verrouiller tout, on va casser le processus économique, la dynamique de l'histoire au niveau économique et social, doucement, en s'accaparant les richesses, en séparant les variables économiques, on a dit tout à l'heure, l'investissement, la productivité, etc. On va provoquer une concentration d'entreprises, et à ce moment-là, on va tout verrouiller au niveau politique, au niveau des institutions internationales, on va mettre nos hommes,
C'est exactement ce qui s'est passé à l'ONU, au FMI, à la BRI, voilà, à la BRI, etc. Et à partir de ce moment-là, arrive le virus. Ça, c'était pas prévu, je crois pas, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il est arrivé au moment le plus opportun pour eux, le plus insidieux, le plus, j'allais dire, crucial pour leur plan. Je pense qu'on est des millions dans le monde à savoir que c'est eux qui ont lancé le virus. Oui, bien sûr, bien sûr. Maintenant, comprenons. Quelles sont les conséquences économiques et sociales alors de ce virus? À travers le confinement, à travers tout ce que vous voulez. On va distinguer au niveau macroéconomique, microéconomique, macro-social et microsocial. 4 niveaux. Au niveau macroéconomique, ça veut dire les grandes tendances de l'économie, les grandes orientations de l'économie au niveau global. Alors évidemment, on va commencer par là. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce virus? L'implosion des dépenses, l'endettement de l'État, l'explosion du chômage. Mais à un point qu'on va savoir, je ne sais pas si on va le savoir, peut-être qu'on ne le verra jamais, mais officiellement, tout va bien. En cachette, la situation est gravissime. D'accord? Bien. Ce revenu universel, ce qu'on appelle en hébreu ce khalat, il permet, si vous voulez, d'amoindrir les tensions sociales, d'éviter les crises, d'éviter carrément la révolution, genre révolution française, okay, de manière à calmer le jeu, parce qu'en cachette, on continue le plan. Et donc, ce qui se passe, c'est la destruction des entreprises, qui s'est accélérée énormément, notamment des petites et moyennes entreprises, et cela dans le monde entier, je ne parle pas seulement qu'en Israël, mais dans le monde entier, parce que le monde est devenu globalisé. Nous sommes carrément dans un monde, un corps monde, dans un monde universel, globalisé. Et à l'intérieur de cela, il y a évidemment, au niveau macroéconomique, la monnaie qui est créée, on l'a dit de nombreuses fois, à tire-larigot, sans aucune limite. Et ça, c'est un phénomène absolument gravissime. Une inflation galopante est en train de se dessiner, et les spécialistes commencent à trembler. Pour l'instant, comme j'ai dit l'autre fois, elle est au niveau sectoriel, mais lorsqu'elle va se déchaîner, elle va devenir galopante. Qu'est-ce que c'est qu'une inflation galopante? Juste un mot de cours, un mot de théorie. Une inflation galopante, c'est lorsque, par exemple, et pas seulement, la hausse des prix est supérieure à 20% par an. D'accord? Lorsque la hausse des prix augmente de plus de 20% par an, à peu près, il y a des économistes qui disent 15%, 20%, elle devient incontrôlable. Comme un cheval qui galope. Elle devient incontrôlable. À partir de ce moment-là, sauf qu'il peut. Pourquoi? La monnaie s'effondre. Le pouvoir d'achat s'effondre. C'est quoi le pouvoir d'achat? C'est le rapport entre le revenu et les prix. Multiplié par 100. Bon, ça c'est au niveau statistique. C'est le revenu et les prix, à un moment donné, à un temps donné, un temps zéro par exemple, un temps d'origine. Bon, maintenant, ça c'est une définition parmi tant d'autres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette implosion du pouvoir d'achat va faire en sorte que les gens vont se retourner vers l'épargne. Et le peu d'épargne qui leur reste, en fin de compte, vous le savez, qui n'existe en fait presque plus, parce qu'il a été inféodé au marché financier, entre parenthèses. Alors, ils vont se retrouver avec des prix qui vont augmenter de 200-300% par mois. Vous voulez un exemple? J'ai vécu ça, moi. J'ai vécu ça quand je suis arrivé en Israël. En 1985-86, il y a eu une inflation galopante. Je peux vous assurer, moi qui venais de France et qui étais déjà à l'époque économiste, j'étais prof à l'université à l'époque, dans les grandes écoles à Paris, j'arrive ici, je vois le prix du litre de lait, du litre d'huile par exemple, ça c'est quelque chose qui m'est resté. Je donne un exemple aujourd'hui, 5 shekels, 5 sous, l'après-midi, 10 sous, le lendemain matin, 15 sous, le lendemain après-midi, 25 sous, il n'y a plus d'huile. Tout le monde a couru, il n'y a plus d'huile, 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 il n'y a plus de famille, il n'y a plus de farine, il n'y a plus de viande, il n'y a plus Pourquoi rien. Spécialement à cette époque-là? Parce que, bon, je ne veux pas faire un cours sur l'économie israélienne, il y a eu une inflation galopante à ce moment-là. En Israël, elle a été aussi au Mexique, elle était aussi en Grèce à l'époque, etc. Bon, bref, en Israël, et ça j'ai vécu. Et il y a eu un ministre dont je ne me rappelle plus le nom israélien, bon, ça va me revenir, un ministre des Finances absolument extraordinaire, qui a pris des mesures d'austérité,
et qui a absolument freiné. Ça a été très très dur. Les taux d'intérêt ont monté, les banques ne prêtaient plus. Imaginez-vous au niveau mondial, qu'est-ce que c'est qu'une inflation galopante aujourd'hui? C'est-à-dire véritablement, les retraites tombent. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'argent ne vaut plus rien. Le pouvoir d'achat ne pourra plus. Les appartements montent à un prix inaccessible. Le ticket de train monte, je dis n'importe quoi, mais c'est quelque chose de terrible. N'oubliez pas l'inflation galopante de l'Allemagne en 1920, d'accord, on peut dire, qui a mené Hitler au pouvoir. Donc, Hitler disait une chose extraordinaire. Il cherchait un sauveur. Bien sûr, en fin de compte, cette inflation a été organisée. Bien sûr. Et après, ils ont mis le sauveur. Bon, évidemment. Mais bon. C'est toujours comme ça. Bien sûr. On crée la maladie, et puis après vient le médicament. Et on s'enrichit. Et quel médicament? Bien sûr. Quelle horreur. Qui va te rendre encore plus malade pour qu'on passe à un autre médicament. Voilà. C'est comme ça que ça tourne. Voilà. Alors, on revient maintenant à aujourd'hui. Alors, le virus, donc, il a été placé, tout ce que vous voulez. On s'est confiné. Au niveau macroéconomique, voilà ce qui s'est passé. Chômage grave, endettement de l'État, implosion des PME, des PMI, très forte concentration des entreprises, et surtout, enrichissement de quelques-uns. On l'a déjà dit, mais par milliards. Ça, c'est sans limite. Mais par milliards, notamment le marché financier. Le but est de faire détruire les contre-pouvoirs. Aujourd'hui, ils sont seuls. Il n'y a plus de pouvoir. Ils ont fait table rase. Il n'y a plus de pouvoir. Qui va se battre contre eux, à part quelques fous? D'accord? Qui va se battre? Pourquoi? Plus de syndicats. D'accord? Les banques sont à leur disposition. Les banques centrales sont à leur disposition. Le chômage, n'en parlons pas, fait des ravages secrètement. L'inflation, je viens de le dire en 3 minutes, d'une manière très synthétique, bien sûr, est explosive. Les retraites risquent d'être tout simplement, qui ne sont pas indexées d'ailleurs, entre parenthèses, ça veut dire qu'elles ne sont pas reliées ni à l'or, ni peuvent tout simplement, je ne veux pas faire peur aux gens, mais arriver à disparaître d'un seul coup. Donc, tout le monde le ressent. L'épargne aussi, etc. Maintenant, au niveau microéconomique, ça veut dire au niveau des entreprises. On l'a dit tout à l'heure, implosion du corps social. C'est-à-dire, d'abord, avant tout, on n'a plus de rapport humain dans l'entreprise. Et ça, c'est une nouvelle entreprise qui apparaît, qui me paraît, à moi, absolument, humainement monstrueuse. Monstrueuse. Comme vous avez dit à Tel Aviv, des entreprises tout simplement désincarnées avec véritablement une déshumanisation des rapports sociaux. C'est ce qu'ils veulent. Voilà. L'homme devient un robot face à des robots. Je répète, l'homme devient robotisé face à des robots. Il n'y a plus que des touches à avoir. Évidemment, tout ça contrôlé par les grandes oreilles. Mais déjà au niveau des banques en Israël, voilà. Il n'y a plus aucun contact humain. Voilà. Tout se fait sur l'informatique aujourd'hui. Voilà. Et les vieilles personnes ne savent plus comment faire, etc. Exactement. Alors, deuxième point au niveau microéconomique, le fait que toutes ces PME qui sont en souffrance risquent et vont malheureusement disparaître. Malheureusement. C'est-à-dire véritablement une tourbe qui était la classe moyenne et qui plus ou moins vivait correctement va devenir paupérisée. Il n'y aura plus de classe moyenne. Il n'y aura plus de classe moyenne. Il n'y aura que une tourbe, une plèbe, comme on dit, n'est-ce pas? Les dépendants et les dirigeants. Exactement. Voilà, c'est ce qu'ils veulent, c'est le nouvel ordre mondial. C'est exactement. Le nouvel ordre mondial, c'est ça. Alors, au niveau maintenant macro-social, les syndicats, on n'entend plus. Il n'y a plus le corps social. En Israël, il n'y a jamais eu de syndicat. Voilà. Jamais. En Israël, non, il y avait un syndicat très fort, la Histadrout, etc. Oui, mais enfin bon, ils sont à la solde du pouvoir. Oui, bien sûr. Je parle de vrais syndicats qui se battent contre. Mais bien sûr. Mais en France, c'est la même chose. Vous savez que le pouvoir des syndicats, bon, je prends l'exemple de la France, mais on peut même prendre l'Amérique, même l'Allemagne, avec les grands cartels de syndicaux, notamment de la Ruhr, de la Rhénanie, etc. Mais en France, par exemple, parce que c'est quelque chose qu'on connaît un peu, en France, les syndicats étaient très puissants il y a 20-30 ans. Oui. Aujourd'hui, ils sont absolument plus rien. Bien sûr. Plus rien.
Plus rien, plus rien. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont réussi à casser. C'est pour ça qu'il y a eu les chemises jaunes, ils ne sont pas Mais passés bien par sûr, les syndicats. mais bien sûr. Ils sont passés par eux-mêmes. Mais bien sûr, pourquoi? Parce qu'ils ont cassé le ressort social. Ils ont cassé la dynamique de l'histoire sociale. Mais ils ont détruit. Et c'est terrible, j'ai envie de pleurer, Rav, j'ai envie de pleurer. Moi qui étais à l'époque très porté par l'humanisme social, etc. Mais ils ont détruit 100 ans de lutte sociale en 10 ans. N'oubliez pas les grandes manifestations des années 1936 à Paris, mais c'était quelque chose d'incroyable. Léon Blum, n'oubliez pas ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle, les grandes manifestations, les femmes en première ligne, qui n'en pouvaient plus, il fallait manger, parce que le salaire était trop bas. Et tous ces luttes, les accords de Grenelle en 1936, les accords de Matignon. Et comment vous expliquez en Israël, par exemple, depuis 1 an le corona, il y a des centaines de milliers de gens qui n'arrivent plus à manger. Il n'y a aucune manifestation. Mais parce qu'ils ont réussi à détruire, d'abord, encore une fois, ils ont mis leurs hommes, y compris dans les syndicats. Ils ont mis leurs hommes, y compris dans les syndicats. Ça, c'est une première chose. Ils sont formatés. Et deuxièmement, et surtout, la force sociale à cause du phénomène d'anomie, comme dit notre grand professeur, M. Émile Durkheim, d'accord, et partout. Et l'anomie, c'est un cancer du corps social. Nous sommes dans un temps cancéreux, Rav. Nous sommes dans une maladie cancéreuse, mais c'est très grave ce qui se passe. Donc, si vous voulez que le corps social se défait, et la famille, dernier point, 4e point, les micro-sociaux, s'implosent. La famille implose, se défait, pour une raison très simple. Pour une raison très simple. Il n'y a plus de raison. On est très bien seul. C'est tout. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Tout simplement. On n'a plus la force de supporter. On n'a plus la force de supporter, bravo l'autre. Le zivou, le couple se casse. Et c'est très, 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 très grave. Vous savez bien que Kadesh Baruch Hu, après avoir créé ça c'est un midrash, après avoir créé évidemment le monde, on lui dit qu'est-ce qu'il fait maintenant Kadesh Baruch Hu? Il crée des zivugim, il crée des couples. Il passe son temps Il s'occupe à créer les mariages. Voilà, à créer des couples, des mariages. C'est une métaphore, mais bien il faut sûr. comprendre que le monde ne tient que sur la réussite du couple. Voilà. Et là, ils ont réussi à gangréner le couple de l'intérieur, et notamment par les jeux vidéo, par des scènes indécentes, par des films d'une violence inouïe, de manière à formater jusqu'au bébé. De la naissance à la mort, on est formaté, Rav. Je répète, jusqu'au tombeau, y compris le tombeau, jusqu'au tombeau, et en partant par la naissance, toute la vie est formatée complètement. Alors, ils se sont intéressés particulièrement aux bébés, aux enfants, d'accord, avec les jeux électroniques et tout ce que vous voulez. Il y a déjà une bonne quarantaine d'années, ça a commencé comme ça. Et progressivement. Alors maintenant, c'est fini. Vous pouvez avoir une famille, le père il est avec son YouTube, la mère elle est avec son, je sais pas quoi, son film. On le voit devant nos yeux, des enfants de 2-3 ans ont toute la journée un portable dans les mains. Voilà. Et ça, si vous voulez, c'est au niveau strictement de la théorie sociale, monstrueux. Parce que sans rapport humain, il n'y a pas d'être humain. L'être humain, qu'est-ce que c'est qu'un être humain? C'est un être social. Il n'y a pas, si vous voulez, de cohésion sociale, il n'y a pas de vie collective, il n'y a pas de société, tout simplement, sans relations humaines. Combien de fois on rentre dans une famille et on voit chacun est avec son portable. Voilà. Puis personne ne parle à personne. Voilà. Et chacun est dans son coin avec son portable. Voilà. Alors donc, si vous voulez, les conséquences de ce corona sont énormes. Et encore une fois, elles ne sont pas toutes dévoilées, mais elles existent en sous-main. Bien sûr. Mais quand ça va sortir, mais ça va être la débandade. Parce que quand ça va être incontrôlable, comme l'inflation, comme le chômage, mais ça va être des grandes révolutions qui se préparent. C'est quelque chose d'incroyable, d'inouï. Bien. Alors, ceci étant... Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Alors, attendez, je continue. Permettez-moi de continuer. Oui, bien sûr. Il y a eu ce rapport Rockefeller en 2010. Avant le corona, aux environs du début des années 2019-2020, un certain nombre de rapports secrets sont sortis pour essayer
de tâter le terrain par rapport à un virus. Je vais vous donner un exemple. Bon, là, je vais donner un nom. Je vais citer une fondation. La fondation de... comment il s'appelle le milliardaire qui a une fondation... J'ai un trou là. Bill Gates. Bill Gates. La fondation... Merci, excusez-moi. La fondation Melinda et Bill Gates, cette fondation-là a signé... ça s'appelle l'ID 2020, pour 2020, des contrats secrets avec des instances pharmaceutiques, avec des firmes mondialistes, pharmaceutiques, et avec l'ONU. Avec l'ONU. Et l'ONU a ce programme de ID 2030, n'est-ce pas, elle a reçu. Donc l'ONU, vous savez bien qu'elle est formatée et sur les ordres de ces gens-là. Et cette fondation Bill Gates a signé des accords secrets avec les grandes firmes pharmaceutiques, vous m'avez compris, de manière à développer déjà à ce moment-là un vaccin. Et ça, c'est avant le virus. Avant le virus. Évidemment. Avant le virus. Ils font le médicament et pour le vendre, ils font la maladie. Voilà. Avant le virus. Alors donc, évidemment, vous vous imaginez que si Chas V'Shalom, Akadosh Baruch Hu n'intervient pas, il y aura d'autres virus, il y aura d'autres médicaments, et il y aura d'autres vaccins. Déjà, ils parlent de mutations. Voilà, des mutations. Et tous ces imbéciles ici, voilà. qui s'imaginent ça y est, on retourne au cinéma, on retourne dans les boîtes de nuit, etc. Voilà. S'ils savaient ce qui les attend. Bien sûr, c'est terrible. Alors, Bezrat Hashem, que Dieu fasse qu'on soit sauvé. Maintenant, à partir de janvier 2020, un individu qui s'appelle Klaus Schwab, économiste, très connu dans ce monde-là, fondateur, président du Forum économique mondial, a écrit un livre, déjà dans les années 2018-2019, qui s'appelle « La 4e révolution industrielle », qui a un peu choqué. Mais cet économiste, qui est le fondateur, je le répète, du forum de Davos, d'accord, va initier un programme à partir de janvier 2020, d'accord. Ça veut dire encore le virus, il commençait à peine à voir son truc, à faire ses dégâts, d'accord. Et il a commencé à lancer l'idée, ce qu'on appelle en anglais the Great Reset, une grande réinitialisation en français. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, on l'a fait table rase, la situation elle est mature, la situation elle est très bonne pour nous, avançons maintenant dans le programme qu'on avait décidé depuis déjà une bonne trentaine d'années, etc. Qu'est-ce qui se passe? Il sort un livre en août 2020, il y a quelques mois, n'est-ce pas, qui s'appelle The Great Reset, bon, en français, la grande initialisation. Et que dit ce livre? Alors je vais résumer au maximum, parce qu'on n'a pas le temps, on a quelques minutes, au maximum, hein, c'est une synthèse absolue. 3 points. Premier point, on va développer un socialisme, entre guillemets, écologique. Qu'est-ce que c'est que ce socialisme? C'est-à-dire? Alors voilà, qu'est-ce que c'est que ce socialisme? Quelque chose de terrible, qui fait trembler, qui remonte au temps de Babeuf, au temps de Sismondi de Sismondi. Bon, vous ne connaissez pas, bien sûr, mais ce sont des auteurs du 19e siècle qui voulaient tout simplement annihiler la propriété privée. On va prendre ton appartement, on va prendre ta maison, on va prendre ton champ, on va prendre ton truc, ça appartient maintenant à l'État. Et toi, tu vas recevoir... N'aie pas peur, on est avec toi. Un monde esclave. Un monde exact. On va te prendre ton appartement. C'est-à-dire que véritablement... mais attendez, excusez-moi, hein, pardon. Mais c'est le Parti communiste chinois qui est derrière tout ça. C'est le Parti communiste chinois qui est derrière tout ça, dans tout ce qui se passe. Parce que, regardons ce qui se passe en Chine. Je ne veux pas faire un cours sur la Chine, que je connais très bien. Mais je ne veux pas faire un cours sur la Chine. Mais qu'est-ce qui se passe en Chine aujourd'hui? Eh bien, c'est tout simplement la monopolisation de toute la propriété privée. Mais déjà, ça a été prévu en 19e siècle par des gens comme Babeuf, que personne ne connaît, Auguste Blanqui, Sismondi de Sismondi,
avec, par exemple, le socialisme industrialisateur. Bon, ça c'est un peu compliqué, un peu technique, c'est pas pour le plus grand nombre. C'est-à-dire que c'est pas d'aujourd'hui, ça. Mais là, M. Klaus Schwab veut faire un socialisme de manière à, grave, tenez-vous bien, à qu'on nous confisque, d'une manière par la loi, gentiment, avec le sourire. Tu n'es pas capable, ça coûte trop cher, ta machkenta, ton prêt, viens, je te rembourse le prêt, maintenant l'appartement est à moi. Et c'est la loi. Tu peux rien faire. C'est quand il y a eu la crise immobilière à l'époque d'Obama, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Les banques ont récupéré toutes les maisons. Voilà, vous avez compris. Voilà. Ça a été une sorte de champ d'expérimentation. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose très importante, l'écologie. Alors, il faut développer, dit M. Klaus Schwab dans son livre La grande réinitialisation, il faut développer l'écologie à tout va. Alors évidemment, bon, c'est la conférence de Paris, tout ça, quand tout le monde connaît ça, on nous rabâche tout ça dans ces grands médias, qui sont eux-mêmes évidemment sous leur... la voix du mensonge. Évidemment, ils sont, évidemment, vous m'avez compris, qui sont à leurs ordres, tout simplement, parce qu'ils ont ces médias. Ces médias leur appartiennent, tout simplement. Évidemment. Bon, alors, ils sont... et qu'est-ce qui se passe, si vous voulez, là, et ça c'est très 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 important, c'est qu'on va développer l'économie écologique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fin de compte, par l'histoire de la taxe carbone, essayons d'être de plus en plus écologiques vers la nature, etc. On va mettre, si vous voulez, des comment on appelle ça, des ventilateurs, je ne trouve pas le mot en français, les grandes machines qui tournent avec le vent, etc. Oui. Il y a un mot. C'est des... bon, peu importe. Oui, il commence à en avoir pas mal. Voilà. Alors, c'est-à-dire qu'on va réquisitionner les terres. Et qui c'est qui produit ces machines, n'est-ce pas? Les Chinois, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le coût de production de l'air, parce qu'il y a un coût de production de l'air, il faut acheter le terrain, n'est-ce pas? Ces machines qui vont détruire des oiseaux, entre parenthèses, des millions d'oiseaux sont morts comme ça, avec les hélices. Ok? Et donc, résultat, il faut qu'il y ait du vent. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Et résultat, n'est-ce pas, le prix du terrain, le prix de la production de ces hélices, et surtout le fait que c'est lié directement au vent. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Imaginez-vous ce que ça veut dire. Il y a des pays dans le désert, etc., où ça ne fonctionne pas. Donc, résultat, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'effectivement, il n'y aura plus du tout de l'électricité libérée, comme aujourd'hui, mais une électricité liée à ces réseaux, pour essayer de prendre ce qu'on appelle le pouvoir de l'énergie. Alors, et donc ça va très très loin, d'accord? C'est-à-dire, on va se remplir les poches avec les terrains, on va acheter des terrains, on va réquisitionner, les Chinois vont réquisitionner des terrains, ça peut être le sud de la France, le sud de la France, pour faire soi-disant ces trucs-là. On va produire ces technologies qui sont liées au vent, liées au soleil, tout ce que vous voulez, et après ça, on va détruire l'industrie qui est polluante. On va régler le problème industriel, c'est fini. Les industries lourdes qui sont aujourd'hui extrêmement consommatrices de charbon. Au nom de l'écologie. Au nom de l'écologie. Mais qui n'est que la vitrine pour faire du fric. Le président Macron a donné il y a quelques jours, n'est-ce pas, pour 2030, l'ordre de diminuer de 50% la production de carbone en France. Mais il va détruire toute l'économie industrielle. Terminé. Parce que les usines, elles produisent, elles fonctionnent qu'avec ce carburant. C'est fini. Et cette énergie-là va disparaître, c'est terminé. Au profit d'autres. Au profit, évidemment, des produits de ces gens-là, de ces firmes multinationales, des produits du Parti communiste chinois, etc. etc. C'est-à-dire, véritablement, on va droit dans le mur. On va dans le mur. Vous savez, ce qui me fait incroyable, c'est qu'autant de Nimrod, c'est pas vous, je vais dire ça, les gens étaient très écologiques. Il y a plein il y a plein d'histoires là-dessus. Et on mangeait plus de viande, on était écolo. Juste avant le Maboul, juste avant. Une nouvelle vitrine. Voilà, on a créé une nouvelle vitrine, comme autant de Nimrod, comme autant de Noah. Comme autant de Noé. Ça parle aux gens, l'écologie, voilà. On vous suit. Voilà. Alors ça, c'est une... Et on s'en met plein les poches. Voilà, ça, c'est une deuxième chose.
Deuxième chose très importante, on va essayer, dit M. Klaus Schwab, de réduire les écarts sociaux. C'est-à-dire quoi? C'est un beau mot, etc. Ça veut dire, bon, maintenant, il y a trop de grands riches et il y a trop de gros. On va donner un revenu, voilà, on revient, un revenu universel, tranquille, cool. Donc, mes bonnes gens, on pense à vous, n'est-ce pas? Non, ne vous cassez pas la tête. Si vous voulez pas de travail, c'est pas grave. Et on va remodeler à partir de tables rases, on a tout cassé, on a détruit. On va remodeler une économie, une industrie à notre propre fin. Pour vous, ne vous cassez pas la tête. Hein. On vous aime surtout. Le serpent est très rusé. On vous aime. C'est ce qu'il a dit à Adam et Ève. Si vous mangez de cet arbre, vous serez comme Dieu. Voilà. Oh, je vais vous élever très haut. Voilà. Troisième point de ce livre, c'est utiliser les technologies qui sont issues des études qui ont suivi le virus. Ça veut dire quoi en un mot? Alors je suis très synthétique bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire en un mot? Ça veut dire tout simplement, on va utiliser toutes ces technologies pour essayer de vous contrôler. Bien sûr. Les nanotechnologies et les trucs, etc. Tout ce qu'ils mettent dans les vaccins, etc. Pour vous contrôler, on va vous contrôler par les cartes bleues, on va vous contrôler par les téléphones, on va vous contrôler partout. Vous serez contrôlé complètement. Vous savez, actuellement, au Bangladesh, Raph, ça a été donné par un journaliste que j'aime beaucoup, que j'ai un très grand respect pour lui. Il s'appelle M. Peter Koenig, qui est un grand économiste, qui est un grand journaliste. Il a dit que, dans un article très connu que j'ai vu sur YouTube, il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines, il a dit que actuellement la population jeune des enfants des Bangladesh sont actuellement cobayes. On leur a mis des nanotechnologies dans les pots pour voir comment ils réagissent. C'est ce que Bill Gates fait en Afrique. Je le tiens de mes élèves africains. Mais c'est ce que je vous ai dit. Il rentre dans des villages pas connus. Il donne de l'argent et à manger. Tout le monde accepte le vaccin. La moitié est tuée. On recommence, etc. Et ça, je le tiens de mes élèves africains qui révèlent des secrets que personne ne sait dans le monde. Alors, ce monsieur Klaus Schwab veut absolument, c'est le troisième point de son livre, utiliser toutes les recherches, notamment en matière de santé, c'est ce qui rapporte le plus de fric. Bien entendu, et ce qui va vous permettre de pénétrer l'être humain dans son ADN, dans son intériorité. Hein. Et donc c'est un combat contre Dieu. ADN c'est Adonai, d'accord? Bon, on le sait. Donc c'est un combat contre Dieu. Ils n'arriveront pas, bien entendu. Et donc... Ils n'arriveront pas, mais de l'autre côté, comme je dis toujours, c'est la Shoah qui a accouché la renaissance de l'État d'Israël. Mais c'était la Shoah quand même, un accouchement terrible. En 3 ans. C'est-à-dire, quel va être le prix à payer? C'est sûr que la lumière finira par naître, mais quel va être le prix à payer? Ce sont les douleurs de l'accouchement, disent nos maîtres. C'est tout. Écoutez, monsieur Ababou, j'ai commencé notre rencontre aujourd'hui, enfin, c'est vous le principal dans cette rencontre, en disant que vous étiez un maître, mais je ne m'attendais pas à des révélations pareilles. Vraiment, j'invite tous ceux qui écouteront ce cours, qui pour moi, depuis le début, chaque cours est encore plus puissant que le précédent, mais alors celui-là, mais vraiment, vous êtes un grand homme. Et il faut absolument que vous soyez de plus en plus connu dans le monde. Ça commence déjà à se faire grâce à ces cours. Des milliers de personnes vous suivent et des milliers de personnes sont en attente du prochain cours. Mais non, je ne vous ai pas appelé notre maître pour rien. C'était pas simplement, on pourrait dire une louange polie, mais après un cours pareil, alors je vous le dis vraiment de la manière la plus sincère, vous êtes un homme gigantesque, vous révélez des choses absolument incroyables, il faut absolument que ce genre de cours se diffuse dans le monde entier, pour l'instant en langue française, peut-être qu'un jour on aura des gens qui traduiront ces cours, parce que c'est les graines de la délivrance. Ces cours que vous nous donnez sont les graines de la délivrance. S'ils arrivent à réveiller les gens, à leur faire prendre conscience dans quel monde on vit, et d'arrêter de se laisser berner par le plaisir du cinéma, de la boîte de nuit ou des vacances à Dubaï, et qu'on comprenne à quel point on est manipulé,
Je pense que grâce à ces cours, on va arriver à réveiller les consciences et à préparer la délivrance finale. Si Dieu veut, j'en suis convaincu. Bezrat Hashem, je suis convaincu de Rav. On va réussir, grâce à Dieu, que son nom soit glorifié. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On se retrouve alors, chers amis, comme on a loupé un cours la semaine dernière, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau cours où à nouveau notre grand maître va nous révéler des choses absolument incroyables. Et en attendant, merci, 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 merci. J'ai pas de mots pour vous remercier pour toutes ces révélations d'une vérité, d'une authenticité inimaginable. Et c'est vraiment, vraiment ce genre de cours qui peuvent réveiller les consciences et créer cette armée du Mashiach dont le monde a besoin pour amener la lumière. On en reparlera. Merci beaucoup, beaucoup.